Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder un grand thème qui nous passionne, sans être trop un peu chiant. Hein. Donc la cryptographie, car on n'a rien à cacher, hein, ça tout le monde le sait. Donc, alors moi je m'appelle Dylan, je suis secrétaire à l'ASN. Donc l'ASN, vite fait, hein, c'est l'association de Sécu A42, Sécu est libre. Et donc on fait plein de choses d'ailleurs, des confs, donc, sur la Sécu et le libre. Voilà. Donc, vous pourrez nous retrouver sur les chaînes de Slack, sur ASN. Et on a Pierre. Alors fortuitement, moi je ne suis pas de l'ASN, je suis extérieur, je viens d'une société privée, Devoteam pour donner le nom. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui je suis là en tant qu'intervenant parce que j'ai l'habitude de donner des conférences sur le sujet de la cryptographie. Je suis venu soutenir Dylan sur ce sujet. Voilà. Donc, au niveau du sommaire, rapidement, hein, on va revenir sur les définitions, l'histoire, quelques concepts, puis voir tout ce qui est cryptographie moderne, avec à la fin l'utilisation de PGP et tout ça pour faire des mails. Youhou. Donc on va commencer direct. Déjà, il y a un truc important, c'est que tout évolue très vite, surtout dans l'informatique. Et donc il faut faire attention aux dates qu'on voit sur les forums ou tout ça. Alors, au niveau des définitions, on va appeler par exemple un texte. Donc ici, ça sera tous les documents, ce ne sera pas forcément un message cohérent. Donc ça pourrait être un binaire, une image ou tout ce que vous voulez. Ensuite, le terme chiffrement, ça sera un procédé pour transformer un texte lisible, donc comme avec la définition précédente, un texte, une image ou tout ce que vous voulez, en un texte chiffré, incompréhensible. C'est-à-dire que personne ne peut d'instinct le lire. Déchiffrement, ça va être le terme inverse. Donc on va faire l'inverse, on va prendre un texte qui est indéchiffrable, enfin incompréhensible, et on va le transformer en texte lisible avec la clé, donc en respectant le procédé. Ensuite, crypter. On balance le micro dans la gueule du premier qui dit crypter au moment des questions. Décryptage, ça sera le procédé consistant à transformer du coup le texte chiffré en un texte lisible, mais sans respecter sans connaître la clé en somme, c'est-à-dire qu'on va casser le mécanisme. On va, par exemple, ça va être le cas où, dans certains algorithmes ou certaines vulnérabilités, Sweet 32, on en parlera tout à l'heure, où on peut déchiffrer une communication sans connaître la clé. Décrypter, ça peut aussi utiliser éventuellement le fait que la clé soit faible. Alors, la cryptologie, du coup, c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre de préserver la confidentialité des messages. Et on va finir sur la cryptanalyse, hein, la technique qui permet de déchiffrer les messages sans connaître le procédé et la clé. Donc, voilà. Donc un petit schéma pour résumer en gros les termes, avec texte en clair. Si on chiffre avec la clé, ça sera du chiffrement. Si on déchiffre avec la clé, du déchiffrement. Et si on respecte pas le procédé et on fait sans la clé, ça sera du décryptage. Voilà. Alors, au niveau de la fonction et de l'utilisation de la cryptographie, c'est assez large. Hein. Donc, on va avoir tout ce qui est confidentialité, avec la protection de messages. Voilà, en gros. L'intégrité, hein, la protection de la cohérence du message. Donc, pour savoir s'il n'a pas été altéré ou si je sais pas, il y a eu des problèmes lors du transfert ou quelqu'un l'a modifié. Et l'authenticité qui va protéger l'auteur du message, comme si c'était scellé. C'est plutôt facile à retenir, hein, si vous regardez l'acronyme, ça fait CIA. Donc vous cherchez ce que la CIA ne veut pas, et vous avez directement l'acronyme. Et au niveau de l'utilisation, hein, c'est très large, donc signature électronique, la messagerie sécurisée, les intégrités au téléchargement, pour savoir si tous les téléchargements se sont bien passés, le stockage de secrets, le vote électronique, les monnaies numériques, et vous en trouvez une plâtrée. Donc, par contre, il faut faire attention, la cryptographie, c'est pas de la stéganographie. Donc, stéganographie, l'art de cacher, en étant large. Par exemple, si je cache des mots dans une image,
Ça va être de la stéganographie, pas de la cryptographie. Alors, maintenant, remontons un peu l'histoire, et on va voir que depuis très longtemps, on veut tout chiffrer. Commençons par chiffre de César, assez connu. On va prendre une constante, donc n, qui sera un nombre, et on va faire un ROT en quelque sorte, donc, typiquement. Donc je vais prendre une clé de 3, et je vais faire un ROT de 3 sur tout mon alphabet. Donc quand je vais voir chiffrer A, ça va devenir D, etc., etc. À mon destinataire, je vais lui donner ma clé, qui est 3. Donc celui-ci, il aura juste à soustraire, à faire un ROT inverse, et il pourra décoder mon message. Au niveau des possibilités, 26, puisqu'il y a 26 dans l'alphabet. Et voilà. Bon, par contre, c'est nettement trop simple, quoi. 26 solutions. J'ai juste à tous les tester et ça y est. Donc là, je vais faire un petit peu plus compliqué. Je vais faire du chiffrement monoalphabétique. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un tableau avec tout mon alphabet, chaque case et une lettre de l'alphabet, et je vais créer un tableau de correspondance. Donc, par exemple, là, je vais prendre dans mon exemple, A est égal à T, B est égal à V, C à K, etc., etc., etc. Donc, comme ça, j'aurai un peu mon alphabet totalement mélangé. Je vais donner ce tableau à mon correspondant, et quand je vais lui envoyer un message, je vais remplacer chaque lettre de mon message par, par les lettres qui sont dans mon tableau de correspondance. Et donc voilà, quand mon destinataire va recevoir le message, il va faire l'inverse en prenant les lettres dans la deuxième ligne. Donc au niveau des possibilités, on est à 4 x 10 puissance 26. Donc par exemple, pour 1 million d'opérations par seconde, il faudrait 6000 milliards d'années pour brute force. Donc c'est immense. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je suis désolé de te décevoir. Non. Effectivement, si on a une approche naïve, on va essayer de brute forcer. On va essayer toutes les possibilités. Et là, effectivement, bon, c'est pas demain que vous arriverez à résoudre. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, il va d'abord être sur la transmission du secret. À partir du moment où celui-là est volé, c'est game over. Puisqu'en général, ce sont des correspondances, des tables de correspondance que la personne avait sur elle. Généralement des diplomates. L'autre point, c'est que cette méthode, de toute façon, elle est complètement pourrie. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque langue va avoir une tendance à répéter des caractères plus souvent que d'autres. Là, c'est un classement apparu, qui est disponible sur Wikipédia. Ce n'est pas le seul classement qui existe sur la fréquence des lettres les plus fréquentes. Pardon. La lettre E, par exemple, est largement devant. Donc quand vous déchiffrez un texte, quand vous êtes face à un texte qui a été chiffré avec cette méthode, eh bien vous allez simplement chercher le caractère le plus fréquent. Et ça, c'est une méthode qui permettra de casser toute la sécurité. Et ça, on le sait depuis le 9e siècle, grâce à un mathématicien, philosophe, islamologue, bon, il avait pas mal de casquettes, Al-Kindi. Et à l'époque, toute la diplomatie en France, en Europe et toute l'Europe occidentale utilisait cette méthode. Donc ça a été un séisme. Alors, voilà un exemple concret. Là, on va chercher le caractère qui revient le plus souvent. Je ne le connais pas de tête, donc c'est T. Et on voit que T donc, revient énormément de fois. Donc on va traduire T en disant que T, c'est E. Et à partir du moment où on aura les lettres E, enfin la lettre E, on pourra essayer de traduire beaucoup plus facilement. Par exemple, t'es en train de me spoiler un peu. Par exemple, un mot qui commence par E, parce que là en plus le chiffré garde la forme des mots, un mot qui commence par E, on peut se douter que ça sera le mot E ou en. Déjà, ça fait que 2 lettres possibles. Les bigrammes ou trigrammes dans la langue française sont extrêmement particuliers. Un mot qui finit par la lettre E, ça peut être que, et difficilement un autre mot. Ou le E est en deuxième lettre, ça sera les ou des, etc., etc. Donc ça permettra de déchiffrer beaucoup plus rapidement, et c'est une méthode que vous pouvez utiliser, et qui existe encore d'ailleurs sur des challenges comme des CTF, qu'on peut avoir à la nuit du hack, etc. Il y a 2 ans, il y avait un CTF de cette forme-là en anglais. Bon, la difficulté était de voir que c'était de l'anglais, donc la fréquence des lettres, ça reste le E qui est le caractère principal, mais du coup la deuxième lettre c'est le T, et à partir de là, il fallait étudier et transformer le texte au fur et à mesure, tout simplement en remplissant les cases. Peut-être quand vous étiez plus jeune, vous avez joué à ces jeux qui étaient dans les magazines où justement c'était des cases vides comme ça. C'était des cases vides comme ça, et là, du coup, vous avez pu déchiffrer tout le texte à partir de quelques cases. Eh bien, c'est exactement la même chose, et c'est comme ça qu'on peut casser ce type de chiffre.
Mais, hop. Mais heureusement, en fait, c'est un diplomate français, quand même 5 siècles plus tard, a apporté une réponse. Il s'appelait Vigenère, et il travaillait donc pour la cour du roi de France, et c'était donc un diplomate très réputé, et il voulait chiffrer ses messages. Et il a inventé ce qu'on appelle le chiffre de Vigenère. Donc, alors, je reviens avec ma méthode parfaite. Chiffre de Vigenère, basique. Alors, je vais choisir une taille. Donc là, je vais prendre 4. 4, ça va être la longueur de ma clé. Donc à partir de là, je vais choisir 4 lettres dans l'alphabet. Donc, je vais choisir R, H, I et Z. Je vais les transformer en chiffres, ça sera plus simple pour après. Et voilà, j'ai ma clé de chiffrement. Je vais la donner à mon destinataire. Et comme ça, on pourra s'échanger des petits messages. Donc, moi, j'ai très envie de lui faire partager mes envies de patates et de crêpes. Donc, je vais venir chiffrer j'aime les patates et les crêpes. Ce que je vais faire, comme ma clé est de 4, je vais couper mon message en morceaux de 4. Donc voilà, donc je vais avoir J-A-M, et je vais venir ajouter ma clé de chiffrement. Donc J plus 17, ça va faire A, A plus 7, H, etc., etc. Je me retrouve avec un texte chiffré, que personne ne peut lire, et je vais lui envoyer ça. Mon destinataire, il va prendre le texte chiffré, et il va le redécouper en 4. Pareil, parce que la longueur de la clé, c'est 4. Et il va soustraire cette fois-ci ma clé, et il aura mon message « J'aime les patates et les crêpes ». Vraiment important. Donc au niveau des possibilités, là on est à 26 puissance n clés possibles. Donc là c'est déjà pas mal. Où n est la longueur de la clé, pour préciser. Ouais. Alors, juste un point très rapide. Malheureusement, cette méthode-ci a un problème. Effectivement, on se débarrasse du premier problème, à savoir le problème d'analyse statistique. Là, si je prends la phrase précédente, je n'ai plus de caractère qui remonte particulièrement. Je n'ai plus le caractère E que je pourrais facilement détecter, parce qu'il sera d'une autre valeur 4 fois. Donc j'aurai 4 valeurs possibles pour E en fonction de l'endroit où ça va tomber sur la chaîne de caractères de la clé. Et ça rend beaucoup plus difficile tout ce qui est cryptanalyse basé sur les statistiques. Alors une des solutions dans ce cas-là, c'est de trouver la taille de la clé tout d'abord. La première étape de la cryptanalyse, ça va être de trouver la taille de la clé. Ici, on a un exemple. On peut voir que la chaîne de caractères MDW apparaît à une distance de 4 caractères. Et là, à une distance de 2 caractères, on retrouve aussi certaines chaînes. Eh bien, ça, c'est la méthode de Kaczynski. Donc, c'était un mathématicien et cryptologue russe de la fin du 19e siècle. Donc, déjà, on voit que la solidité est restée un peu plus longtemps, pour le coup, qui a montré qu'on pouvait facilement déterminer en fait, la taille de la clé en prenant cet espacement. Et à partir du moment où on a cette distance, on est capable avec le PGCD, tout simplement, de déterminer, par exemple, que la clé fait 4 caractères, 8 caractères, etc. etc. Rien coup derrière. Un point, je ne l'avais pas remarqué d'ailleurs quand on a écrit les slides, mais cette chaîne de caractères est vulnérable à cette attaque en particulier. Parce qu'on va retrouver SMR qui va se reproduire ici, SMR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le même texte a été chiffré avec la même portion de clé. Sur un grand texte, ça arrive forcément. Sur un petit texte, on a quand même eu un sacré coup de chance. Ça, c'est les patates. Le fait est que cette méthode, bon, elle est bien, mais elle nécessite quand même un sacré coup de chance. Elle nécessite le fait que la personne ait répété certaines chaînes de caractères, qui a été chiffrée par le même truc, etc. Il lui suffit juste de rajouter un décalage d'une lettre pour casser ce type de mécanisme. Donc, il y avait déjà une contre-sécurité. Mais là, il y a encore une contre-réponse, c'est l'indice de coïncidence. L'indice de coïncidence, ça détermine la probabilité de la répartition des lettres dans une langue donnée. Dans la langue française, par exemple, donc, pour calculer, en fait, on va calculer le nombre de fois qu'une lettre apparaît et on va faire une moyenne d'ordre d'apparition. Dans la langue française, c'est autour de 0,67, je crois, ou 68. Langue anglaise, c'est à peu près similaire. Allemand, pareil. La seule grosse exception, ça va être le russe, qui lui va descendre vers 0,4. Mais dans les langues indo-européennes ou dans les langues européennes, tout simplement, on va quand même retrouver cet indice assez fréquemment. Et ça nous permet de déterminer si un texte est chiffré ou pas. Parce que si un texte est chiffré, son indice de coïncidence, ça sera n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'ordre d'apparition des lettres, comme je l'ai dit, ça baisse la fréquence d'apparition d'un E, par exemple, avec le texte chiffré. Eh bien, l'indice de coïncidence va nous permettre de déterminer la taille de la clé, tout simplement en prenant, au lieu de prendre sur l'ensemble du texte, on va prendre un caractère sur 2, pour commencer.
on va mesurer l'indice de coïncidence en prenant un caractère sur 2. S'il est toujours autour de 0,4, enfin s'il est loin de 0,7 en fait, on va continuer. On va prendre un caractère sur 3, puis un caractère sur 4. Et en fait, au moment où on va arriver sur la bonne fréquence, on va tomber sur un chiffre de César. Tout simplement parce que ça va nous permettre une analyse statistique sur l'ensemble, en prenant, au lieu du décalage de Wigner où vous prenez l'ensemble du texte, lettre par lettre de la clé, et ça va faire donc un simple chiffre César, ultra facile à décoder. Donc là, alors ça ressort assez mal le rouge malheureusement, mais là, globalement, c'est un exemple, avec une clé de 3 caractères, on diviserait comme ça les pâtés, et ça nous permettrait donc de récupérer beaucoup plus facilement le secret en déchiffrant. Bon, je suis mal barré alors. Du coup, moi je vais faire appel à Enigma. Donc, c'est déjà Enigma, il faut savoir que déjà que c'est une avancée énorme dans la cryptographie. Hein. C'est huge. Donc, créé en 1918, et ça a été perfectionné jusqu'en 1930, même après. Et après, ça a été utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est parti, on met tout ce qu'on connaît. Donc on part sur 3 disques. Donc en fait, chaque disque, c'est un peu du monoalphabétique. Donc, ce qu'on avait vu, des tables de correspondance, où une lettre va être égale à une autre. Et je vais pouvoir échanger, les mettre dans n'importe quel sens. Donc ça va déjà me créer beaucoup de possibilités. 17 576. Ensuite, je vais rendre des lettres interchangeables, parce que c'est pas assez encore interchangeable. Donc, je vais en mettre 20. Et pour simplifier mon système, parce que bon, il faut que ça soit utilisé par tout le monde, je vais mettre un tableau de réflexion. En fait, une lettre ne peut pas être chiffrée par elle-même. C'est le concept qui est derrière. Et ça a d'ailleurs été une des grosses faiblesses d'Enigma, puisque ça retirait une partie des possibilités. Un point par rapport à Enigma, pour l'anecdote, ça a été inventé par les Polonais, qui l'ont ensuite filé aux Allemands, et ensuite les Allemands l'ont envahi en utilisant cette technologie. Filez jamais des trucs à vos voisins. D'ailleurs, un autre point par rapport à Enigma, c'est surtout qu'il a vécu très longtemps. Cet algorithme, même s'il a été inventé aux alentours de 1918, sous cette forme-là, aux alentours de 1930, il a subsisté donc d'abord de 1930 à 1940, jusqu'à la guerre, avec des améliorations. On a commencé d'abord avec 3 rotors, ici. Le système avec 5 rotors, c'est le système qui était utilisé dans la Luftwaffe pendant la guerre. La Kriegsmarine est même montée jusqu'à 6 rotors vers la fin de la guerre, parce qu'ils s'étaient doutés qu'à un moment, ils avaient été cassés. 6 rotors, c'est énormément de possibilités. Et c'est pour casser cette méthode, c'est pour casser ce système de chiffrement que Turing, le mathématicien, je pense que tout le monde a vu le film, le mathématicien donc a inventé littéralement tant le concept d'ordinateur que les premiers ordinateurs, qui s'appelaient des bombes logiques. Et ça a permis de casser donc cette machine d'Enigma. Mais elle souffre aussi d'un autre point, c'est qu'elle est restée très longtemps cassée sans qu'on le sache. Puisque les services de renseignement avaient décidé de garder cette information secrète, au point que dans les Unix, quelques années plus tard, eh bien, il y avait encore Enigma. Donc les premiers ordinateurs disposaient d'un algorithme cassé, et les services de renseignement s'étaient dit « bon, on va pas forcément le dire ». Mais résultat, tout le monde l'avait. Bon, voilà, j'ajouterais juste au niveau des possibilités, du coup, bon, même si ça a été cassé rapidement, on est quand même à 59 milliards de possibilités, hein, ce qui est vraiment énorme. Hein, c'est 2000 fois plus que le DES qui sera inventé 40 ans plus tard. De toute façon, la cryptanalyse, c'est ça qui a permis de casser Enigma, et notamment avec certaines méthodes très simples, l'attaque notamment aux mots probables ou les redondances dans les messages qui étaient envoyés, puisque c'était des messages qui étaient envoyés donc, via des canaux tiers, et donc il y avait une vérification, il y avait des redondances, etc. Et surtout, en plus, chaque interlocuteur, chaque télégraphe, envoyait avec sa propre manière. On appelait ça le tic, c'est-à-dire c'était la manière que les télégraphes envoyaient les messages, et on les reconnaissait comme ça. Et surtout, du coup, on pouvait se douter de certaines informations, parce que des fois, des messages passaient en clair. Et notamment les messages météo qui passaient avec Enigma, et on avait l'information, on savait qu'il faisait soleil, on savait qu'il pleuvait, etc. Et on pouvait donc casser les messages, tout simplement parce que tous les messages commençaient par « Heil Hitler ». Bon, c'est un peu débile. Donc on sait que les 2 premières lettres sont HH. Déjà, ça réduit les possibilités. Et ensuite, on continuait, et on pouvait casser élément par élément. C'est pour ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, en Angleterre, il y avait un truc très particulier, il y avait beaucoup de concours de mots croisés. Bizarre. Bien, c'est les renseignements qui mettaient en place ces concours de mots croisés pour recruter des cruciverbistes.
Leur objectif, c'était d'avoir des personnes qui soient capables justement de trouver ces mots probables et de les utiliser pour casser ensuite les algorithmes. Et c'était donc le cabinet du chiffre qui était avec Turing, parce que Turing n'était pas tout seul, hein. Turing il travaillait sur Enigma, mais il y avait de nombreuses autres méthodes qui étaient utilisées, même si Enigma restait quand même la méthode la plus solide utilisée par les Allemands, de la Kriminalpolizei jusqu'à la Luftwaffe. Alors là, on va vous présenter rapidement, donc là c'est tout pour le volet historique. Naturellement, il y a beaucoup d'autres algorithmes, hein. Sur l'algorithme de Gijner, par exemple, il existe une amélioration qui s'appelle le masque jetable. L'idée, c'est que la clé va faire la taille du message. C'est complètement incassable. Par contre, il faut réussir à échanger la clé. Et pour ça, aux États-Unis, il y avait un Russe qui utilisait une méthode comme ça, où ça se basait sur une comptine, une date, la date du jour, naturellement. Il fallait, je crois, nom, prénom, enfin plein de variations, et ça dérivait en fait un énorme secret. L'objectif, c'était donc l'ancêtre des systèmes de dérivation d'aujourd'hui. Et à partir d'une comptine, de chansons, de la date du jour, de la météo, d'un mot qui était dans le journal, ils arrivaient à produire donc un énorme mot de passe qui permettait donc de chiffrer leur message avec un masque jetable. C'était virtuellement incassable. Et d'ailleurs, c'était incassable très longtemps, puisqu'il a fallu un transfuge russe pour donner les informations pour savoir comment déchiffrer ce chiffre. Maintenant, parlons un peu sur les concepts. Tout d'abord, donc Kerckhoff, je présente rapidement l'homme. Kerckhoff était un militaire. Parce que foncièrement, de toute façon, cryptographie et militaire, c'est à la fois je t'aime, moi non plus. On continue de bosser ensemble, on a toujours un énorme travail ensemble, mais d'un autre côté, les militaires préfèrent que ça reste chez eux. Eh bien, Kerckhoff avait pourtant présenté des concepts complètement fondamentaux sur la cryptographie moderne. C'est lui qui a révolutionné le concept de la cryptographie moderne en posant les concepts de base. Et c'est en 1883 de mémoire qu'il a écrit un traité qui permet donc de définir ces fameux concepts. Ah, désolé, je t'ai... Voilà. Donc, le traité de cryptographie militaire en 1983. Donc, on va se baser sur des trucs assez simples, hein. Il faut que l'algorithme que je vais utiliser, il soit solide d'un point de vue mathématique. Sinon, déjà, on commence mal. Et il ne faut pas que ça soit caché par l'obscurité, hein. Mon algo, il faut qu'il puisse être public, que n'importe qui puisse voir qu'est-ce qu'il y a dedans. N'est-ce pas, NSA? Il faut des clés multiples et mémorisables. Il faut que ça soit applicable aux communications modernes. Portatif, parce que bon, il faut l'utiliser un peu partout. S'il faut se trimballer une grosse armoire, c'est pas vraiment pratique. Et utilisable par n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Il faut se rappeler que Kerckhoff est un militaire, hein. Donc il en a vu des n'importe qui. L'idée aussi derrière ces principes, qui sont toujours respectés aujourd'hui, hein, c'est qu'un algorithme doit pouvoir être doit pouvoir être vérifié par d'autres personnes. Parce que sa sécurité ne doit pas résider sur le secret, sur le mot de passe, mais sur le mécanisme qui va gérer le mot de passe et sur le mécanisme de chiffrement. Et particulièrement, un cas très récent, la NSA a proposé, par la standardisation du NIST, un algorithme qui s'appelait Dual EC-PRNG. Cet algorithme, en fait, disposait de deux clés. Une clé que l'utilisateur choisissait et une clé déjà préconfigurée par la NSA. Je ne surprends personne si je dis que cet algorithme a été utilisé ensuite à des fins malveillantes. On ne sait pas par qui, pour le coup, on ne sait pas si c'est vraiment la NSA, mais par exemple, tous les routeurs Linksys se sont fait pirater pour supporter cet algorithme avec une clé qui n'était pas celle de la NSA. Alors un peu plus technique, Shannon, je rassure, je ne vais pas tomber dans les équations de Shannon derrière, mais Shannon, c'est lui qui a posé les fondements. Donc là, on a posé les fondements des concepts et des principes de la cryptographie. Et là, maintenant, ce sont les concepts mathématiques de la cryptographie. L'idée de Shannon, c'est qu'à un clair donné, on ne puisse pas associer un chiffré donné. Si je vous donne 3 chiffrés et un clair, vous ne pouvez pas me dire quel est le chiffré qui correspond au clair. Vous ne pouvez pas non plus, dans l'autre sens, si je vous donne 3 clairs et un chiffré, me dire quel clair correspond au chiffré. Et c'est respecté aujourd'hui sur les principaux algorithmes comme AES, etc. Ça s'appelle l'attaque au plaintext choisi. Donc c'est non-plaintext attack. L'autre point de Shannon, c'est qu'aucun élément du clair ou des données l'accompagnant ne doit permettre de déchiffrer la communication. Et ça, c'est vrai pour le chiffrement symétrique. Et on va voir un peu plus tard où est la différence. Et bien sûr, hein, il n'y a pas que ces deux personnes, hein, il y a eu d'autres concepts qui sont arrivés.
Donc, on va prendre par exemple le concept de l'avalanche. Hein. Si je modifie un octet sur mon texte clair, il faut que du coup l'intégralité de mon texte chiffré soit différent, parce que sinon ça pourrait poser des problèmes assez embarrassants. Et il faut que ça soit aussi applicable au hash. Ça permet en fait, si on modifie un octet et que du coup ça se voit au niveau du chiffré où l'octet a été modifié, de faire justement des non-plain text attack, puisque je connais le texte clair et j'aurais juste à envoyer pour vérifier et comparer quel octet est modifié. Le Perfect Forward Secrecy, c'est un concept. Alors, petite question rapide. Qui utilise Signal ici? Désespérant. WhatsApp? Moins que d'habitude. Un iPhone? Bon, ça va vous rester une minorité. En fait, le point commun entre ces deux applications et un terminal, c'est qu'ils supportent sur leur messagerie instantanée une technologie qui s'appelle le Perfect Forward Secrecy. Le concept de cette technologie, c'est que vous avez une clé à long terme qui vous identifie. C'est votre identité, ça permet de prouver que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Eh bien, si cette clé un jour est cassée, si un jour elle fuite, eh bien, il sera possible de protéger tous les mots de passe, enfin toutes les communications antérieures, puisqu'elles auront été chiffrées temporairement et simplement authentifiées avec votre clé long terme. Donc l'idée du Perfect Forward Secrecy, c'est de protéger les secrets précédents de telle sorte qu'on soit obligé de les casser un par un. Et casser un par un des trucs qui ont été chiffrés avec des mécanismes comme du Diffie-Hellman éphéméral, c'est très très chiant. Et on va avoir aussi le Possible Deniability and Non-Repudiation. Donc là, c'est deux concepts opposés. Hein. L'un permet d'affirmer que le message a été forgé, et l'autre qu'il n'a pas pu l'être. En somme, l'idée de cette méthode, le Plausible Deniability, c'est si jamais un jour vous faites choper par la NSA, qu'elle chope votre PC, vous pouvez toujours dire « Hey, ce message, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Il a été rajouté par la NSA sur mon PC. Il n'y a pas de preuves qu'ils ne l'ont pas rajouté. » Bon, naturellement, il y a d'autres preuves, eux, ils vont utiliser d'autres mécanismes, mais ça rend beaucoup plus difficile, surtout sur les interceptions réseau, parce qu'il n'y a pas de traces possibles. Mais le Plausible Deniability, c'est sur du long terme. C'est si vous faites intercepter votre machine. Ça n'est pas sur une communication. Durant la communication, c'est quasiment impossible de réaliser une injection sur un truc bien implémenté, bien codé, mais le Plausible Deniability permettra a posteriori de dire « mais je n'ai pas écrit ça ». Alors que la non-répudiation, ça sera j'ai bien écrit ça, je le signe et je l'affirme. Ça sera notamment le cas des signatures mail. Donc là, on va pouvoir attaquer au chiffrement moderne. C'est dommage, on n'a pas le petit icône. Donc là, le chiffrement à clé secrète. Alors, le chiffrement moderne, il va se baser aujourd'hui sur un concept qui est très, très simple. C'est très difficile de trouver le mot de passe. Je caricature un peu, mais c'est globalement l'idée. C'est-à-dire qu'on va se baser sur des problèmes mathématiques complexes. Je vais en citer quelques-uns, pas besoin forcément de se pencher dessus. Le logarithme discret, la factorisation de très grands nombres, ou de manière générale, le retour en arrière sur des opérations théoriquement irréversibles, comme les hash. Et cette sécurité, c'est sur ça qu'on va se baser. On va se dire, il faut tant de calculs pour réussir à casser notre système. Aujourd'hui, on considère que 2 puissance 128 opérations, c'est acceptable. Ça veut dire 128 bits de sécurité. Je convertis un peu plus facilement. 128 bits de sécurité, c'est une sécurité acceptable. C'est la sécurité, c'est à peu près la sécurité d'AES 128, qui a AES 127, mais du coup on accepte. C'est la sécurité de RSA 3072, c'est la sécurité de SHA-256. Là, je cite des algos, mais des algos que vous utilisez au quotidien. Et on considère que cette sécurité est acceptable. On considère que ça ne posera pas trop de problèmes à ce niveau-là. Il faut 3,4 fois 10 puissance 38, c'est plus facile à retenir en binaire, opérations pour casser donc ce système. Donc c'est énorme et c'est complètement inenvisageable sur nos PC actuels. Sauf si vous avez un cluster de machines, sauf si vous avez la capacité de calculer beaucoup plus vite que n'importe qui, vous ne pouvez pas réaliser ça. Dans la situation actuelle, c'est considéré comme sécurisé. Mais le problème, c'est que les problèmes mathématiques, ils ne sont pas insolubles. Et la petite spoiler sur une conférence peut-être prochaine, il existe des problématiques qui s'appellent les problématiques avec les ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques vont résoudre une partie de ces problèmes beaucoup plus facilement que nous autres, avec nos ordinateurs standards.
Et avec les ordinateurs quantiques, donc, on pourra déchiffrer n'importe quelle communication. Spoiler. Je vous rassure, on ne sera pas mort pour autant. Enfin, tout dépend. Alors là, on va voir le chiffrement symétrique au niveau du fonctionnement. Donc c'est assez basique, hein. Je vais utiliser une seule clé pour chiffrer et déchiffrer. Et je vais faire en sorte quand même que je mette une grosse clé, histoire qu'elle soit bien solide et bien costaud pour éviter le brute force. Seulement voilà, j'ai un problème. Il faut que j'échange ma clé avec mon destinataire. Et ça va être le point critique de mon algo. L'algorithme doit avoir aussi une sécurité assez équivalente à la taille de la clé, parce que sinon, ça ne sert à rien que je prenne une clé énorme si il va juste utiliser. Et dans l'autre sens, si on prend une clé trop petite, si on prend une clé de 64 bits pour chiffrer avec du 128 bits, pour reprendre les valeurs précédentes, ça devient complètement abscon, puisqu'il suffit de brute forcer la clé plutôt que de s'amuser à brute forcer l'algorithme. Et évidemment, l'algorithme doit être sécurisé, la base. On reprend Kerckhoff, de toute façon, il faut qu'il soit audité. Alors, il y a différents types de chiffrement symétriques. Le premier, et le plus connu, le plus connu pour ces problèmes, c'est le chiffrement par flow. Le chiffrement par flow, donc, c'est un système de chiffrement qui va fonctionner sur un concept extrêmement simple. On prend une clé en entrée et à partir de cette clé, on va dériver un long secret. Donc on reprend la méthode finalement de l'agent secret de l'URSS, où là, on va le faire au niveau d'un ordinateur. On va prendre un secret et à partir de lui, on va dériver un long secret. C'est ce qu'on va appeler un PRNG, ce qui va dériver des nombres pseudo-aléatoires. L'objectif, c'est que les nombres donc, soient répartis de manière complètement aléatoire, de telle sorte qu'en face, une personne qui essaye de déchiffrer ne puisse pas trouver de solution. C'est sur cette sécurité que se basent notamment les algorithmes RC4 ou SALSA20. Alors, pour être valide, les deux correspondants donc, doivent avoir le même flow. À partir du moment où ils ont échangé la clé, ils vont utiliser le même système pour produire leur flow de nombres aléatoires. Les flows doivent être différents à chaque fois, parce que s'ils sont identiques, c'est game over. Et surtout, ils ne doivent pas avoir de bits qui ont tendance à revenir. Ça doit être un vrai aléa. Et là, on peut se rendre compte que sur certains algorithmes, notamment RC4, il existe une vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité qui a été exploitée notamment pour casser Web. Qui a un réseau Wi-Fi Web dans son voisinage ? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas piraté vos voisins quand même. Ah, il y en a qui lèvent la main au fond. C'est bien d'assumer. En fait, on peut très facilement craquer ce type de réseau Wi-Fi pour une raison simple, c'est que justement, cet algo est ultra vulnérable puisqu'il y a certaines valeurs qui vont revenir plus souvent. Et comme ces valeurs reviennent plus souvent, on peut calculer le flow de manière générale. Bon, une fois qu'on a trouvé le flow, c'est game over, on peut tout déchiffrer, on peut injecter des communications et on peut même trouver les clés. Alors, moi je reviens, je suis à la recherche de mon système parfait, et je vais tenter de chiffrer avec un chiffrement par flow. Donc, comme on a dit, on a une clé qui est équivalente à la taille de mon message. Donc là, on va prendre du binaire, parce que c'est simple. C'est juste des 1 et des 0. Donc, je vais prendre mon texte, et bit à bit. Et on va ajouter la clé, pareil, avec de simples additions, vraiment basiques. Donc, ici, je vais chiffrer. Donc, 1 plus 1 en binaire, du coup, ça va faire 0, etc., jusqu'à ce que j'ai mon texte chiffré. Ensuite, ce texte, je vais l'envoyer à mon destinataire. Et il va faire pareil de son côté. Il va reprendre son stock de flow. Et il va soustraire la clé au fur et à mesure que je lui envoie des messages. Voilà. Au niveau des possibilités, du coup, possibilité infinie, c'est ultra. Je crois que j'ai la solution. Mais fail aussi infini, ça c'est problématique. Puisque c'est le cas de RC4 qu'on vient de voir, mais aussi de nombreux algorithmes de chiffrement par flow. Aujourd'hui, dans les algorithmes de chiffrement par flow qui sont connus, utilisés et considérés comme sécures, il n'y en a pas beaucoup. Et une petite dédicace à l'algorithme ShaSha20, qui est dérivé de SALSA20 initialement, et qui est proposé par Mozilla et par Google pour fonctionner donc avec leur navigateur moderne. Bon, alors moi je vais trouver une autre méthode. Le chiffrement par bloc. Donc, contrairement au chiffrement à flow qu'on a vu, on va créer une clé qui va être nettement plus petite, plus simple. Et on va faire des sous-unités de mon texte, un peu comme Vigenère. Je vais créer des blocs de la taille de ma clé. Et du coup, ça me donnait la possibilité
de distribuer le calcul de ma clé. Un point très simple par rapport à ça et par rapport à la taille des blocs, hein. Derrière, on va utiliser aujourd'hui des blocs qui font 128 bits. Donc la taille compte. En général, la taille compte, hein. Mais l'idée, c'est surtout que sur des blocs plus petits, on a des vulnérabilités qui existent. Tout simplement parce qu'on va chercher, dans ce cas-là, des équivalences entre des blocs, deux blocs qui vont être dans le même texte. Si le bloc fait 128 bits, il faut un texte relativement long pour trouver des collisions. Alors que si on trouve un bloc qui fait 64 bits, c'est plus facile de trouver des collisions. C'est un des blocs identiques, donc potentiellement associés au même chiffré. Les modes de chiffrement, en fait, ça va être une méthode qui va éviter qu'on chiffre un bloc en clair en un bloc chiffré, bêtement. Cette méthode, en fait, elle pose un énorme problème de chiffrer un bloc en clair en bloc chiffré. C'est justement qu'on va avoir la possibilité, donc si je chiffre un texte entier comme ça, on va simplement avoir un chiffrement mono-alphabétique, sauf que ça sera plus des lettres, mais des blocs, et on pourra obtenir une équivalence facile. Puisque certains messages, je connaîtrai leur contenu, ou certains messages, je peux deviner leur contenu. Donc à ce moment-là, en fait, chiffrer naïvement, faire cette approche, donc je transforme un bloc chiffré en bloc en clair, enfin un bloc en clair en bloc chiffré, ce qu'on appelle le mode de chiffrement ECB, et il n'est à jamais utilisé. Si vous l'utilisez, c'est que vous avez un gros problème dans votre développement. Derrière, il existe d'autres modes. Il existe des modes, alors je les passe très rapidement, CBC, CFB, qui sont des modes en fait qui vont utiliser le bloc précédent pour produire un nouveau bloc. Et donc ça va permettre de déchiffrer en prenant le bloc précédent, et on va déchiffrer donc tout simplement la valeur ou chiffrer la valeur en prenant le bloc précédent. C'est beaucoup plus élégant. Bon, alors, je reviens. Donc, je vais pouvoir du coup utiliser tout ça. Donc, c'est un truc qu'on utilise assez souvent tous, hein. Donc, par exemple, pour chiffrer mon disque dur, hein, pour me connecter à Facebook. J'espère que vous n'êtes pas connecté à Facebook. Et pour envoyer tout ce que je veux via WhatsApp. Vraiment tout. Alors, là, on va voir un algo DES pour Data Encryption Standard, qui a été conçu à la base par IBM. Puis après, il y a NSA qui est venu mettre son nez dedans. Donc là, on est sur du chiffrement en bloc de 64 bits avec 16 rondes, 16 étapes de modification et une clé de 64 bits, bon, un peu moins, mais on ne va pas s'attarder sur le détail. Une variante, parce que DES ça a été vite cassé, une variante, du coup, c'était d'en faire 3. On va faire 3 DES, un triple DES, avec 3 clés différentes. Hein, et par contre, du coup, ça ne nous ajoute pas la solidité de 3 DES. Donc ça fait 176. C'est ça, merci. Mais du coup, on a une sécurité de 112 bits. Donc ce qu'on peut voir, c'est que DES, du coup, a commencé à essayer d'être cassé. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. En mars 1996, il y a eu des challenges pour essayer de casser DES. Donc, le premier challenge, il y a une équipe qui a réussi à le casser en 95 jours. Seulement, on peut s'apercevoir qu'à la 3e édition, donc en 2 ans, on a réussi à le casser en 22 heures seulement. Donc, vous voyez, ça va relativement vite dans la cryptographie. Alors, j'ai une tendance à beaucoup cracher sur la NSA, si vous ne l'aviez pas remarqué depuis le début de cette conférence. Mais pour une fois, la NSA en fait, avait fait une intervention plutôt bienveillante envers DES, puisqu'ils ont augmenté la sécurité de DES à l'époque. Quand DES a été mis en place, l'apport qu'a fait la NSA, c'était pour augmenter la sécurité, puisqu'ils utilisaient une branche des mathématiques qui n'était pas connue à l'époque du grand public, qui était plus ou moins basée sur des calculs différentiels pour calculer directement pour résoudre les problématiques de DES. Un point aussi donc, par rapport à 3DES, le problème, c'est que, bon, effectivement, c'est une sécurité de 112 bits. Aujourd'hui, je vous ai dit, le mieux, c'est quand même 128. Mais il existe aussi une grosse vulnérabilité qui est basée sur la taille des blocs. Je parlais de blocs de 64 bits tout à l'heure, et on a enfin un premier exploit qui est sorti il y a 2 ans sur 3DES qui s'appelle Sweet32 et qui permet donc d'exploiter l'utilisation de 3DES et de déchiffrer les communications qui ont été chiffrées avec 3DES à partir d'1 giga de données. Alors 1 giga de données, vous allez me dire c'est beaucoup, ça monte vite, hein, surtout quand vous échangez des photos. Alors, comme on l'a dit, DES est cassé. Grosse panique, 1999, lancement d'un concours, le concours pour AES, donc pour Advanced Encryption Standard. Différents algorithmes ont été soumis, et notamment l'algorithme de Rigendael, qui a été l'algorithme retenu quasiment sous sa forme initiale. Là, il n'y a pas eu de modification de la NSA. C'est extrêmement pratique. Il permet des clés de 128 bits,
de 192 bits, de 256 bits. Il opère sur des blocs de 128 bits, donc globalement sécurisé. Et il va faire différents nombres d'opérations. Donc les rounds, ça va être le nombre de fois que le cycle complet va être effectué. Il utilise des technologies, comme je vous l'ai dit, hein, l'objectif c'est d'augmenter la complexité. Donc il utilise des technologies qui foutent le bordel. Des P-box, permutation box, il va échanger les cases d'une matrice. Donc en fait le bloc sera mis dans une matrice, il va échanger les cases. Des S-box, il va substituer les différents blocs en fonction de leur emplacement, etc. Ensuite, il y a les shift box, il y a plein d'opérations qui sont réalisées sur AES pour rendre ça beaucoup plus difficile à déchiffrer. Une fois qu'on a les opérations, une fois qu'on a la clé, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir et de remettre dans le sens, mais sans, c'est complètement impossible. Il se trouve que AES a une faiblesse, elle a un round de cassé sur l'ensemble de ses rounds, et il se trouve que du coup ça réduit la sécurité d'AES à 2 puissance 127 et non pas 128, même si sur le modèle théorique, AES a une sécurité de 2 puissance 128. Petit détail, AES 256 par exemple est recommandé aujourd'hui par la NSA. Faut que j'arrête de les prendre comme exemple. Par la NSA pour tout ce qui est contrat et prestataire. C'est-à-dire que tous les prestataires de la NSA doivent communiquer avec la NSA en AES 256. Alors le chiffrement moderne, naturellement, ne s'arrête pas au chiffrement symétrique. Hein. Là, c'est bien. On arrive à chiffrer un message. Enfin, je peux échanger un message avec Dylan chiffré, mais il faut qu'il ait la clé, il faut que j'ai la clé. Alors comment échanger cette clé et même, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mécanismes qu'on pourrait utiliser en cryptographie? Alors le premier mécanisme, c'est les hashes. Alors, je sais, il y a marqué condensat. Condensat, c'est le mot français. L'ANSI nous demande gentiment d'utiliser le mot condensat. La DGSE nous demande d'utiliser le mot condensat. La langue courante fait qu'on utilise le mot hash, parce que c'est le mot anglais, et c'est le mot qu'on va utiliser au quotidien quand on va échanger avec d'autres interlocuteurs de plusieurs pays, etc. Donc c'est à peu près aussi absurde que pourriel. L'idée, c'est qu'un condensat, c'est une fonction injective de transformation. Je suis sûr que vous avez tous compris ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire que si j'applique sur x la fonction condensat, donc f de x, j'obtiens un y, mais à partir de y, je ne peux pas obtenir x. Ce n'est pas réversible. Je ne pourrai jamais obtenir directement une correspondance de y vers x. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est aussi qu'à chaque fois que j'applique la fonction à x, elle me donnera toujours le même y. Donc ça, c'est deux points qui sont assez importants. X, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un document, ça peut être un mot, ça peut être un mot de passe. Ou ça peut être un mail. Un point très simple, si je passe par exemple, si je prends une feuille que je la roule en boule, ou que je la déchiquette en morceaux, si j'applique exactement la même méthode les deux fois, j'obtiendrai le même résultat. Par contre, à partir du résultat, je ne pourrai pas deviner le contenu de la feuille. Alors, du coup, trois principes assez simples. Il est facile de calculer l'empreinte d'un document, c'est pas très long à faire comme opération. On utilise des fonctions, alors pour les noms de fonctions, je vais commencer à les énumérer, mais SHA-256, SHA-512, MD5, même si on reviendra un peu plus tard dessus. Le deuxième point, c'est qu'il est impossible de reconstituer un document à partir de son empreinte, et surtout, il est impossible, théoriquement, de modifier un document de telle sorte qu'il ait la même empreinte. C'est possible avec des algorithmes de hash relativement faibles, mais c'est impossible avec des algorithmes de hash modernes. Et enfin, tout simplement, l'évolution des algorithmes, ça va être que de nombreux algorithmes vont être laissés derrière. On parlait tout à l'heure d'une évolution très rapide. MD5 et SHA-1, il y a 10 ans, ils étaient considérés comme parfaitement sécures. Maintenant, on considère qu'il ne faut absolument pas les utiliser. Donc ça évolue, il faut faire attention, il faut se tenir au courant et éventuellement déjà être un pas en avant par rapport à la sécurité. Si on vous demande d'utiliser quelque chose d'à minima SHA-256, utilisez du SHA-512. Utilisez des méthodes déjà un peu plus innovantes et un peu plus poussées. L'idée, c'est que derrière, avec une fonction comme ça, on peut cacher des secrets, on peut protéger des informations et surtout on peut garantir l'intégrité d'un document. Donc on a le deuxième critère du CIA. Donc, au niveau des utilisations du hash, hein, on va en avoir un tas, parce que c'est pas mal. Donc, au niveau de l'identification, je vais pouvoir, par exemple, stocker des mots de passe, mais du coup, juste le hash et pas le mot de passe en entier, en clair, dans la base de données. Je vais pouvoir faire des comparaisons. Donc, si Pierre a un document et que j'ai le même, eh bien, je peux faire un hash de mon document et lui dire, compare avec le tien, et on regarde si on a exactement le même.
Et on peut du coup détecter aussi la modification. Si je vais modifier, comme on avait vu, un bit de mon document, ça va modifier mon hash. Donc je pourrais voir si, par exemple, quand j'ai téléchargé, j'ai eu un problème de téléchargement et mon document que j'ai, il n'est pas valable ou pas. Un point sur l'utilisation des hashes pour les mots de passe, et ça normalement vous devez tous le savoir, enfin je ne sais pas en quelle année tout le monde est, enfin où vous en êtes d'un point de vue projet, etc. Mais si un jour vous mettez en place un système de login, vous devez utiliser des hashes. Pour une raison très simple, hein. Déjà, vous n'en utilisez pas, vous faites taper sur les doigts par tous les organismes de régulation, que ce soit la CNIL ou l'ANSSI. Et deuxièmement, c'est pour protéger les données de vos clients. Vous allez protéger en fait le mot de passe en le hachant. Et ensuite, quand le client va vouloir se connecter, vous allez hacher le mot de passe qu'il va vous soumettre pour essayer de se connecter et le comparer au hash qui est stocké en mémoire. C'est extrêmement facile à faire, c'est une opération qui n'est pas si coûteuse que ça aujourd'hui sur les serveurs modernes et ça vous garantit une meilleure sécurité. Mais il y a un gros risque. Qu'est-ce qui se passe si les clients en fait utilisent des mots de passe courants? Si j'utilise Password par exemple, je récupère la base de données, je vais juste regarder quel hash correspond au hash de Password. Ce sera extrêmement facile. Eh bien, pour répondre à ce problème, il existe une méthode qui s'appelle les cell. On va ajouter un cell à la fin de la chaîne en clair, donc par exemple password, on va rajouter une chaîne de caractères complètement aléatoire qu'on va stocker avec le hash du mot de passe, en clair, hein, mais du coup qui rendra beaucoup plus difficile le pré-calcul des valeurs. Puisque quand je verrai le hash, je ne pourrai pas dire, tant que je n'aurai pas réalisé le calcul avec le cell, que ça correspond à password. Il faudra que je teste à chaque fois avec chaque cell différent. Pas facile à prononcer. Donc l'idée, c'est que là, ça va être le système un peu du chat et de la souris. On a les cells en face, il faut que les cells soient aléatoires. En face, eux, ils ont des attaques par dictionnaire, des dictionnaires complets, ils ont des rainbow tables, etc. Et l'objectif, c'est de leur rendre la vie le plus difficile possible. Il faut que le hash soit facile à réaliser pour un utilisateur lambda, mais que pour un attaquant, ça soit très pénible. Un point particulier donc, sur les rainbow tables, particulièrement, ce sont des espèces de dictionnaires condensés qui vont contenir énormément de mots de passe stockés. Je résume grandement, naturellement. C'est là, en fait, en algorithmie, c'est la résolution du compromis temps mémoire. Très chiant. Et l'idée, en fait, c'est que les rainbow tables donc, vont permettre d'attaquer énormément de types de hash, notamment un hash qui s'appelle NTLM, qui est utilisé aujourd'hui par Microsoft et qui est basé, donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit que MD5 et SHA-1 étaient mauvais? Eux, ils sont basés sur MD4. Aujourd'hui, on a un PC, on attrape un ordinateur, votre ordinateur, etc. Il n'est pas chiffré. J'accède directement à un fichier qui est rangé dans ces Windows System 32, c'est la base SAM. Je récupère le contenu de la base SAM. Et une fois que j'ai récupéré le contenu de la base SAM, je peux tout simplement essayer de trouver votre mot de passe avec ces Rainbow Tables. Il en existe aujourd'hui, gratuit, disponible sur Internet, notamment donc, avec le très bon outil AirCracky. Attention, vous devez uniquement tester ça sur vos propres mots de passe. Sinon, vous tombez sur l'article, sous le coup de l'article 323.1, 323.2, 323.3 du code pénal, et je ne suis pas du tout responsable. Okay. Bon, alors, moi je vais retenter. Chiffrement asymétrique, cette fois-ci. Alors, là, ça va être un petit peu plus complexe. Je vais me créer deux clés. Donc, je vais avoir une clé privée et une clé publique. Voilà. Donc, évidemment, clé publique, je peux la partager. Clé privée, je la garde privée, la base. Et donc, ce que je vais chiffrer avec une clé peut seulement être déchiffré avec l'autre clé. Et inversement. Donc, par exemple, du public au privé, je peux faire. Et du privé au public, je peux faire. Et comme ma clé privée est privée, je vais pouvoir dire cette clé elle m'appartient et c'est bien moi qui fait un fichier, qui chiffre un message. Un point sur les dangers. Bon, d'abord, on a vu tout à l'heure avec Shannon qu'en cryptographie, en cryptologie, normalement, il ne faut pas avoir cette fonction donc, de dépendance par rapport à la clé. Là, à partir de la clé publique, si j'arrive à résoudre le problème, je peux trouver la clé privée. Le problème dans le cas, donc, je prends un RSA, hein, je prends le plus grand algorithme asymétrique, ça va être la factorisation d'une valeur de RSA. Et cette problématique, cette grosse problématique, elle est très difficile à résoudre. Sauf une fois qu'on aura les ordinateurs quantiques. Et c'est justement l'algorithme de Shor. Je fais beaucoup de teasing sur les algorithmes quantiques quand même. Un peu trop quand même.
Alors là, on va voir RSA, donc un algorithme en asymétrique. Bon, alors au niveau de la conception, rapidement, hein, on choisit deux nombres premiers, P et Q, donc on va garder secret, et on va partager le produit de ces deux nombres. Il y a beaucoup d'autres opérations, mais on va rester relativement simple. Donc, ce qui est bien avec RSA, c'est qu'il peut prendre il est paramétrable, c'est-à-dire que je peux avoir des clés de taille différentes. Et donc ça va lui permettre d'avoir une flexibilité sur la longueur de mes clés. Par exemple, si je veux une clé qui va me durer très longtemps, je vais pouvoir utiliser RSA 4048. Si je m'en fiche un peu et je veux faire ça rapidement, je vais utiliser par exemple RSA 24. Il est plus sûr, mais je vais pouvoir l'utiliser. C'est paramétrable. Voilà. Sur la taille de la clé, de toute façon, comme j'ai indiqué tout à l'heure, 3072, c'est la taille minimum aujourd'hui dans le contexte actuel sans les ordinateurs quantiques pour avoir une bonne sécurité sur RSA. Une fois les ordinateurs quantiques arrivés, ce seront d'autres algorithmes, pas RSA, mais d'autres algorithmes, comme les réseaux euclidiens ou d'autres systèmes comme ça qui vont rentrer en ligne de compte. Ensuite, je rajouterai quand même un petit inconvénient, c'est que du coup, comme j'ai des clés assez longues, ça va devenir assez difficile à chiffrer et à déchiffrer. Ça va être solide, mais je vais avoir un temps de calcul assez long. Voilà. Donc, voici par exemple un exemple de clé privée et clé publique de RSA 512. Donc, j'ai juste mis 512, c'est plus court. Ça se factorise sur votre ordinateur en 5 minutes, hein, la clé qu'on vient de voir. Donc là, on va utiliser RSA pour faire un échange de messages. Donc j'ai Alice et Bob. Bob, on ne le voit pas très bien. Tous les deux, ils vont générer leurs clés publiques et privées. Voilà. Hop, ils ont chacun leurs deux clés. Et ensuite, comme on a dit, les clés sont publiques, donc je peux les partager sur Internet, n'importe où. Maintenant, Alice, elle va envoyer un message à Bob. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher la clé publique de Bob. Donc hop, elle a la clé de Bob, et elle va pouvoir chiffrer son message avec la clé publique de Bob. Voilà. Et donc elle a son message qu'elle peut envoyer sur Internet. C'est sécurisé. Bob, lui, de son côté, il va recevoir le message chiffré. Il va prendre sa clé privée et il va pouvoir déchiffrer le message pour l'avoir en clair. Et donc voilà, ils ont réussi à faire une communication relativement sécurisée. Bon, je suis désolé, Dylan vient de vous mentir. Foncièrement, on ne peut pas avoir un système aussi simple à cause de la longueur et à cause du temps que va mettre une opération de chiffrement RSA. Et on a parlé, RSA, et même de manière générale, les algorithmes de chiffrement asymétrique ont des clés plus longues et donc mettent beaucoup plus de temps pour chiffrer un message. Si je veux chiffrer un message une photo, ça va me prendre beaucoup plus de temps de la chiffrer en RSA que de la chiffrer en symétrique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a besoin du chiffrement symétrique pour ses avantages, il est rapide, la clé est plutôt courte, ça nous évite des opérations trop longues. Bon, on peut utiliser des clés jetables, on peut en générer autant qu'on veut, mais on a besoin aussi de la sécurité de RSA avec l'authentification, la garantie que le message vient bien de moi, et aussi le facteur de chiffrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je sais pas, je prends quelqu'un au hasard, désolé. Hein. Je ne te connais pas, je veux t'envoyer un message, je vais chercher ta clé publique, je vais la récupérer sur Internet, et là, c'est mon objectif, ça va me permettre d'échanger, de chiffrer, de communiquer, etc. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, avec RSA, on a un mode un peu plus amusant, c'est de ne pas chiffrer l'intégralité du message. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est justement, c'est assez long à faire. Donc par exemple, je vais faire tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça va me prendre 2 heures. Donc, je vais avoir 2 garanties. Hein, l'authenticité, donc c'est bien moi qui ai émis le document. Je ne peux pas dire que non, je n'ai pas écrit ce document. Et j'ai l'intégrité, parce que je suis sûr que le document n'a pas été modifié après signature. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon document et je vais le chiffrer avec ma clé privée. Donc ça va me donner mon document signé. Et mon destinataire, par exemple, il va chercher sur Internet ma clé publique et il va déchiffrer mon document chiffré. Hein, et il va retrouver le document tout comme il faut.
Bon, par contre, ça va me prendre des heures. Et vu que je chiffre avec ma clé privée, en plus, je n'ai aucune garantie de confidentialité par rapport aux documents. Bon, alors, j'ai quand même trouvé un autre moyen. Je vais utiliser les hashes donc pour faire des empreintes signées. J'ai mon document et je vais calculer son empreinte. Donc, je vais faire un hash du document. Ensuite, je vais chiffrer avec ma clé privée mon empreinte. Donc ça, c'est très rapide, hein, c'est assez court. Ça va aller. Je ne vais pas en avoir pour 2 heures. Ensuite, j'envoie le tout. Je vais envoyer mon document et ma signature. Mon destinataire, il va faire un hash du document. Il aura l'empreinte du document. Et il n'aura plus qu'à déchiffrer ma signature pour avoir la même empreinte. Et donc là, il sera sûr que, pareil, j'ai bien signé, donc c'est bien moi qui ai mis le document. Et ça sera nettement plus rapide, parce que je n'aurai pas tout le document. Voilà, donc là, on va voir un peu PGP, du coup, qui innove et qui permet un système mixte, histoire d'aller un peu plus rapidement. Donc, c'est un programme qui a été créé en 1991 par Zimmermann. Donc, à la base, c'était un logiciel commercial qui était à destination d'être vendu. Mais il y en a qui n'ont pas trop aimé parce que c'était un peu trop sécurisé. Donc, il a reçu un peu des pressions de partout, de l'État américain. Et il a décidé, en juin 1991, de le rendre public et gratuit. Et donc, c'est ce qui lui a fait un peu un grand succès parce que, du coup, il y avait les autorités américaines qui couraient un peu après derrière. Et il met le logiciel gratuitement disponible à tous. Ça avait fait... Alors, par pression américaine, imaginez le matin, vous vous réveillez, vous avez le FBI qui a défoncé votre porte. Ça ressemble à peu près à ça, ça lui est arrivé 1 ou 2 fois. Faites de la crypto, c'est plutôt sympa. Mais il n'y a pas les croissants de petit-déj. Bon, le point aussi, c'est que ça a évolué. Donc PGP, c'est le nom du protocole et du standard, et aussi du logiciel. Mais c'est aussi, donc, derrière, une inspiration pour d'autres logiciels comme GPG, qui a le même rôle, comme Enigmae, qui ont le même rôle, et sur lesquels on reviendra tout à l'heure, puisqu'on va parler de la vulnérabilité récente qui les a concernés. À l'époque, quand PGP a été construit, il y avait un concept assez simple. L'échange de clés symétriques était sécurisé avec RSA. On chiffrait avec RSA une clé symétrique. Une clé symétrique faisant entre 128 et 256 bits, encore plus petite à l'époque, parce que c'était avec ID. C'était très facile de réaliser cette opération, tous les ordinateurs pouvaient le réaliser. Ensuite, on chiffrait ou déchiffrait les communications avec un algorithme qui s'appelait ID, à ne plus utiliser aujourd'hui. ID, c'est un vieil algorithme, il fait partie de ce qu'on appelle les legacy. Il avait une taille de bloc de 64 bits pour reprendre la vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure et une sécurité à peu près équivalente. Et enfin, la signature du message était faite avec RSA, avec la méthode que vient de présenter Dylan, donc c'est-à-dire on réalisait un condensat du message, là par contre c'était au choix de la personne qui envoyait, et on le chiffrait avec RSA, avec la clé privée. L'autre point fort par rapport à PGP, c'est qu'il proposait un système complètement novateur qui abandonnait les autorités de certification. Alors, au niveau des fonctions, donc, on a déjà un point intéressant. On va avoir la création des clés RSA, public-privé. Hein, donc, à minima 2048. Et donc, comme tu as expliqué, on va utiliser ceci pour créer des clés de session et clés symétriques pour nos communications. Sachant que la clé est relativement solide, on va pouvoir la garder un peu plus de temps. Ensuite, du chiffrement symétrique par bloc pour chiffrer rapidement. Et enfin, il propose aussi la signature des messages pour avoir toutes les garanties qu'on a vues avant. On voit que malheureusement cette technologie ne supporte pas le PFS, mais en même temps, il faut se rappeler que c'est pour des messages long terme. C'est pour des messages qu'on va s'échanger, où on n'aura pas de communication avec la personne avant, etc. Le PFS est supporté en général quand on a la possibilité d'avoir plusieurs échanges directement en live, comme les messageries instantanées. Alors, justement, la vulnérabilité, donc rapidement, qui a entendu parler de e-fail ou d'une vulnérabilité sur PGP récemment? Personne? Attends, vous tenez une main qui se lève, personne d'autre? Bon bah bien, il y en a un qui fait de la veille. En sécurité, de toute façon, c'est très important de faire de la veille. Le problème, donc, c'est que cet algorithme souffrait d'une vulnérabilité assez importante sur son implémentation, pas sur l'aspect cryptographique. Donc, premier point, on rassure, la cryptographie, tout va bien.
Le problème, en fait, c'est que automatiquement le navigateur, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu la structure des mails, etc. Un mail, ça va ressembler à peu près à ça au niveau du contenu intérieur. Et le navigateur, enfin l'interpréteur du mail, il va recevoir ça, il va lire image source HTTP, e-fail, DE, un message chiffré, et ça. Il va tout coller. Déjà, ça, c'est un premier problème qui est du côté du client, de faire ça automatiquement. Il n'a pas à faire ça automatiquement, c'est 3 messages séparés. Même le standard le dit, il ne faut pas normalement fusionner. Le problème, c'est qu'en fusionnant ça, il va aussi déchiffrer automatiquement cette string chiffrée. Il va reconnaître une string chiffrée, il va la déchiffrer avec la clé qui est déjà présente. Donc il va automatiquement déchiffrer et il va créer un tag HTML, image, source, http e-fail.de, le message déchiffré. La conclusion, en fait, qui est donc toutes les e-fail, ces 3 vulnérabilités en fait qui tournent autour de cet aspect-là. La conclusion, c'est n'interprétez pas l'HTML comme ça. Si vous faites un logiciel mail, il faut faire attention à ne pas interpréter les boundaries de manière à coller. Il faut les séparer, quitte à rajouter des systèmes de parseurs internes sur votre HTML. Alors, là, on a vu comment échanger de manière sécurisée, etc. Mais on n'a toujours pas la garantie que cette clé publique que j'utilise, désolé, je te reprends, je n'ai pas la garantie que ta clé publique, je puisse avoir confiance en elle. Et là, il existe 2 méthodes. La méthode des autorités de confiance, c'est la principale, la plus connue, c'est celle qui est utilisée aujourd'hui sur le net. Quand vous allez vous connecter à un site comme google.fr, google.fr en fait va présenter un certificat en disant ce certificat est approuvé, donc cette clé publique est approuvée par cette autorité de confiance. Ensuite, votre navigateur va aller voir dans votre ordinateur, est-ce que vous avez cette autorité de confiance? Et il va vérifier, il vérifie dans son catalogue. En moyenne, vous avez sur un Windows, vous avez 220 autorités de confiance installées par défaut. C'est à peu près un chiffre similaire sur Linux et Apple, mais là, ça va dépendre de votre distribution. 220 autorités, il va regarder rapidement, s'il voit la correspondance, il fait c'est bon, j'ai la confiance, t'es dans mon magasin d'autorités de confiance. Donc de base, votre ordinateur a confiance en certains interlocuteurs. L'autorité va signer avec différents niveaux de confiance, DV. Vous garantissez bien à l'autorité que vous êtes propriétaire du domaine. Par exemple, si vous prenez dui.net, vous aurez un certificat de type DV, c'est-à-dire que j'ai prouvé simplement que je possédais dui.net. OV et EV, par contre, c'est à l'échelle de l'entreprise, pour Extended Validation, ou OV, Organization Validation, et qui sont 2 certificats, en fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, des fois dans le navigateur, il y a le nom de l'entreprise qui s'affiche avant l'URL. Il y a Facebook Limited, Google Corporation, etc. C'est grâce à ce type de certificat. Il va bien notifier quel est le propriétaire, l'entreprise qui possède ce certificat. Et donc ça permet en fait une certaine garantie par rapport à la personne qui possède et qui gère le site. Ça sert aussi sur Tor notamment. Si sur Tor, par exemple, le certificat de Facebook est un certificat de type OVEV, et ça permet donc d'être bien sûr d'être sur Facebook et pas sur une URL assez similaire qu'aurait un certificat je sais pas, je crois que c'est facebook.core. Non, c'est Facebook Core WWI, l'adresse en .onion. Et si quelqu'un prend Facebook Core WWA, vous pourriez toujours vous tromper par exemple. Et donc là, le certificat permettra de vous garantir que vous êtes bien sur Facebook. Dans le cas général, il s'agit d'autorités de confiance. Donc là, on voit quelques noms. DigiCert, VeriSign, DigiNotar. Google a sa propre autorité, Facebook a sa propre autorité. Et les géants, ils peuvent se le permettre. Et le problème, en fait, il va résider sur le fait d'avoir confiance en ces autorités. Il y a 6 ans, DigiNotar s'est fait pirater. Sa clé privée de son autorité de confiance était dans la nature. Résultat, l'Iran a réussi à intercepter toutes les communications sur son territoire national et quelques communications d'activistes à l'étranger, en étant activement, en attaquant activement finalement leur connexion et en utilisant ces certificats-là pour déchiffrer leurs communications. Le site, il vérifie si c'est dans les autorités de confiance, donc il va essayer de se connecter à google.com. L'interception va faire que le certificat sera produit par DigiNotar et non pas par google.com. Et votre navigateur, il va juste vérifier, est-ce que j'ai DigiNotar dans ma bande de confiance? Oui, je l'ai. Ça, c'est un premier cas, mais l'État français n'est pas en reste. Ils sont aussi fait épingler avec une autorité de confiance, une sous-autorité de confiance, qu'ils avaient utilisée pour faire de l'interception active. Alors, selon eux, c'était pour surveiller les employés dans un bâtiment qui appartenait à l'administration, etc. Ils sont quand même pris un blâme pour. On ne sait pas quelle est la part de réel et la part de faux. En tout cas, ils sont fait choper en flac. VeriSign s'est aussi fait choper. DigiCert, à ma connaissance, ils ne sont pas encore fait attraper. Pas encore. L'autre méthode, ça va être la confiance en un tiers. Donc là, moi, je ne veux pas me baser sur une seule personne, parce que
ça se trouve, il va avoir des problèmes. Et donc, je vais un peu créer une toile de réseau. Donc, c'est ce qu'on va appeler le friend-to-friend. Donc, justement, PGP est basé sur ce système de confiance à autrui. Donc, par exemple, là, dans mon exemple, Alice et Bob, ils se font confiance, ils se connaissent, ils communiquent depuis très longtemps. Et Bob, il connaît Jacques, mais ils connaissent plutôt bien. Par contre, Jacques, il connaît un peu Eve, mais juste un peu. Donc, à partir de ça, Alice, sachant qu'elle fait confiance à Bob, elle peut indirectement faire confiance à Jack. Par contre, à Eve, elle n'est pas obligée, à part si elle fait confiance à Jack. Et donc, ça permet de faire une toile de confiance où chacun va devenir une autorité de certification. Et dans PGP, par exemple, c'est totalement paramétrable. Je peux dire que j'ai confiance en Jacques, mais pas en Eve. Et donc, du coup, toutes les personnes qui seront indexées par Eve ne seront pas affichées comme de confiance. Il y a des personnes en qui vous pouvez avoir plus confiance que d'autres. Hein. Je prends le célèbre informaticien, on va l'appeler comme ça, Richard Matthew Stallman, donc RMS. Pour faire simple, c'est lui qui a conçu tout ce qui est GNU sur Linux. Donc tous les outils qui sont largement. Tout ce qui est outils que vous utilisez, etc., sur Unix ou Linux, c'est lui qui a conçu grep, etc. Les premières versions. Après, elles ont subi des évolutions. Et en fait, quand il va faire, donc ça, on échange en général nos clés à ce qu'on appelle des crypto-parties. Il y en a en général sur les grosses confs, comme le CCC en Allemagne, comme à la Nuit du Hack, je crois qu'ils ont un stand maintenant de crypto-parties, etc. Ouais, donc du coup, ça enlève les grosses confs. Et globalement, on va échanger nos clés à ce moment-là. Lui, il va vérifier votre carte d'identité. Et il va dire, d'accord, c'est ta clé, je peux voir ta carte d'identité? Oui, voilà. Donc, sauf à faire un faux, déjà, vous pouvez avoir une certaine confiance en Richard Matthew Stallman, puisqu'il a, il a un indice, il va vérifier beaucoup plus que d'autres. Donc, ce système de confiance, on peut l'utiliser comme ça aussi. Mais par contre, dans la réalité, comme on a dit, il y en a qui utilisent MD4. Particulièrement des systèmes d'exploitation dont le nom ressemble à fenêtre. Bon, faites pas ça quand même, c'est pas bien. Donc, le problème, c'est que du coup, on va avoir des vulnérabilités. Il est important de se rappeler que du coup, c'est bien d'avoir un système cryptographique béton, mais il faut que tout ce qui entoure ce système soit aussi solide. C'est un peu comme une chaîne. Si on a un maillon cryptographique hyper solide, il faut que le reste de la chaîne soit assez solide. Sinon, ça sera assez facile à casser la chaîne, puisqu'il suffit de prendre un maillon très faible. Au niveau des attaques possibles, donc on va avoir le brute force, avec soit du logiciel, soit du matériel spécialisé. Donc comme je disais, des faiblesses de chaîne avec une mauvaise implémentation, ou une mauvaise sécurisation du système complet. Un problème majeur, les utilisateurs. Admin, c'est pas un bon mot de passe pour un panel admin. Des backdoors, surtout quand le code source n'est pas partagé ou qu'il n'est pas review. On ne sait pas ce qui se cache derrière, donc ça se trouve, il y a plein de backdoors pour tout le monde. Et les 0-day, des failles qu'on ne connaît pas encore, et tout ça. Et une plâtrée d'autres. Alors, pour conclure, bon, concrètement, oui, j'aime bien ce sous-titre. La cryptographie, c'est génial et passionnant. Bon, en même temps, j'en ai fait ma spécialité, donc je triche un peu là-dessus. Mais aussi, la cryptographie, c'est très utile. Ça a été forgé par l'histoire. On a parlé d'abord du chiffre de César, mais avant le chiffre de César, il y avait le carré de Polybe. Depuis de tout temps, on a une lourde histoire avec la cryptographie, souvent militaire ou diplomatique, mais progressivement, à partir du moment où les États-Unis sont apparus, ironiquement, avec le chiffre Playfair notamment, on a commencé à voir l'apparition de systèmes utilisables par le grand public. Le chiffre Playfair, que je viens rapidement de mentionner, c'était un chiffre qui avait été fait par des types qui voulaient frauder la bourse. Il était interdit d'envoyer les résultats de la bourse par le télégramme. Par contre, ils envoyaient un texte chiffré. Et ce texte chiffré contenait les résultats de la bourse. Et ils avaient créé leur propre chiffre, le chiffre Playfair, qui est d'ailleurs assez innovant et assez intéressant d'un point de vue sécurité. L'histoire existe, on a un passé et surtout on a un avenir. J'en ai parlé, les ordinateurs quantiques arrivent, on disait 2050 il y a 5 ans, on disait 2020 il y a 3 ans, on disait 2018 il y a 2 ans, à savoir le NIST disait ça, et 2020 c'est Bernstein. Je sais pas pour vous, mais moi ça commence vraiment à ressembler à un compte à rebours. Mais c'est le compte à rebours qui va nous emmener vers une nouvelle forme de cryptologie, une forme post-quantique.
Et on va continuer d'évoluer, on va continuer de rechercher, parce que c'est de toute façon un objectif, et surtout parce qu'on a besoin de garder nos communications sécurisées, qu'on soit des simples citoyens ou qu'on soit des agences gouvernementales. Un système n'est pas sécurisé à 100%. Il faut arrêter de se faire des illusions. WhatsApp n'est pas 100% sécurisé. Faites attention, lisez les critiques, lisez les documents. Même si vous n'avez pas forcément le niveau mathématique pour lire une cryptanalyse, essayez de voir les comparaisons, les avis d'experts, etc. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vulgariser ou pour aider. Il existe des sites entiers consacrés à ça, comme Stack Overflow. Il y a une version crypto. L'algorithme doit pouvoir et doit être public. J'ai expliqué du ALEC PRNG tout à l'heure. Le problème, c'est que quand vous utilisez ce type d'algorithme, vous vous retrouvez souvent avec un réveil difficile le lendemain matin. Et vous boitez. Donc franchement, évitez. Il faut suivre les news, il faut suivre les actualités. Et là, par contre, c'est pour tout ce qui est sécurité. Hein, je fais un peu de plébiscite par ailleurs. Pour tout ce qui est sécurité, il faut suivre les actualités. Il faut toujours regarder les actualités en rapport avec l'informatique, en rapport avec le développement, en rapport avec les sujets qui peuvent vous intéresser en informatique. Et n'hésitez pas à échanger, à discuter, voire de rejoindre des communautés, comme par exemple donc, l'association RTFM. Petite pub en passant. Ou l'association sans nom. On s'est rencontrés. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur l'association RTFM, donc qui est une association de hackers en région Île-de-France. Ensuite, faire attention aux nouveaux algorithmes. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « c'est un super algorithme, il est tout nouveau, il est tout propre ». Oui, c'est le problème de Telegram, par exemple. Telegram utilise comme mode de chiffrement le mode ICE. Ce mode est connu pour être vulnérable aux attaques non-plain text attack. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Telegram, du coup, a lancé un bug bounty en disant « si vous arrivez à trouver une vulnérabilité, on vous paye ». Sauf que ce bug bounty réduit extrêmement le périmètre et interdit, par exemple, les non-plain text attack. C'est marrant, hein. On paye que sur les trucs où on sait qu'il n'y a pas de vuln. Enfin, oubliez le do-it-yourself. Tout simplement parce que le do-it-yourself, c'est une très mauvaise idée. N'essayez pas de réimplanter des algorithmes. Il existe aujourd'hui des libs qui le font, et surtout qui le font de telle sorte qu'elles sont résistantes à d'autres types d'attaques. Là, on ne les a pas mentionnés, mais il y a les attaques par canaux tiers. Je me mets à côté de ton ordinateur, à partir du temps de calcul qui va réaliser, je pourrais estimer exactement quelle valeur il aura, et surtout, quelle est la valeur de la clé secrète. C'est ce qu'on appelle une fuite d'informations, tout simplement avec tout ce qui est consommé, etc. Alors, un dernier point, bon, je repasserai la main après à Dylan. Pour la conclusion, on nous dit aujourd'hui que la cryptographie, c'est dangereux. On nous dit qu'il y a les risques d'aller de going dark, pour reprendre le directeur du FBI, qui depuis a été viré d'ailleurs. On peut prendre la DGSE, qui nous dit aussi la cryptographie, c'est dangereux, on ne peut pas lire toutes les communications. La Russie, qui a assigné Telegram et WhatsApp en justice pour déchiffrer leurs communications. Et il en existe plein. Il existe énormément de cas où l'État, la justice, les forces de l'ordre vont essayer de contester ce fonctionnement de la cryptographie. Sauf que la cryptographie ne sert pas qu'à ça. Elle sert aussi à des journalistes qui sont sur des territoires hostiles, elle sert à des résistants, elle sert notamment aux dissidents chinois, elle va servir pour de la communication, elle va servir pour sortir finalement d'une gangrène ou d'un État totalitaire. Et la cryptographie, elle ne peut réussir cet objectif qu'à condition d'être librement accessible à tous. Alors bien sûr, il va toujours avoir quelques connards qui vont l'utiliser, je pense particulièrement aux pédophiles, aux terroristes, etc. Mais l'histoire nous a dit que ces individus-là, en général, n'étaient pas les plus malins. Et je prends un exemple très concret. On a déjà attrapé des terroristes qui avaient leur mot de passe marqué sur un papier dans leur poche. Les mecs, c'est pas des génies, c'est juste des crétins. Bon, je crois que tu as à peu près bien résumé. Hein. J'ai mis cette phrase un peu, donc elle est un peu longue, je ne vais pas toute vous la lire, les slides seront disponibles, mais ça représente un peu, on pourrait faire l'analogie avec les lettres, hein. Vous mettez tous une enveloppe quand vous envoyez une lettre, et ben c'est pareil pour les mails, hein. Faudrait un peu commencer à mettre des enveloppes sur nos mails, ne serait-ce que pour un peu protéger déjà toutes les personnes qui utilisent les systèmes chiffrés, puisqu'on ne les soupçonnerait pas directement, mais aussi pour un peu plus sécuriser nos données, parce que c'est vite fait d'envoyer, c'est pas un copier-coller, ou des passwords à quelqu'un, et puis mince, ça c'était dans un mail, et puis ça a été piraté. Donc voilà, chiffrez vos mails. Je terminerai ensuite par vous dire, j'ai ma clé publique disponible sur Internet, et si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous amuser à m'envoyer un email, donc avec mon adresse student. Vous devrez pouvoir trouver. Et je répondrai à ceux qui arriveraient à m'envoyer un mail chiffré avec PGP ou OpenPGP, etc. Vous avez des sites sur Internet, je le partagerai sur Slack, qui vous indiquent tous les logiciels qu'il faut, par exemple sur Android, sur iOS et tout ça,
pour utiliser ça en permanence dans tous vos mails. Dans l'objectif, on répond quand même à tous les mails. C'est sûr. Voilà. Pour moi, ce sera plutôt messagerie instantanée pour le Perfect Forward Secrecy. Je donne sur Contact après, notamment sur le Discord de RTFM. Merci beaucoup d'avoir été attentif. On espère que ça vous a motivé un peu. Et si vous avez des questions, on vous écoute. Vous allez me dire que vous avez tout compris? C'est parfait, on a fait du bon boulot. Je pense surtout que c'est de bons menteurs. Bon, merci à tous. Ah, non. Qu'est-ce que c'est une Rainbow Table? Alors, une Rainbow Table, c'est ce que j'ai dit, ça résout le problème temps-mémoire. L'idée, c'est que stocker un énorme dictionnaire, c'est très compliqué. Stocker donc un énorme dictionnaire avec plein de mots en clair et plein de hash, ça va être très compliqué, très difficile. On pourra difficilement le faire, etc. Les Rainbow Tables, en fait, ça va être une version compressée qui va utiliser une chaîne de hash. En fait, on sait que tel hash va donner tel hash, etc. Et ça va permettre en fait de stocker plusieurs mots sur une seule chaîne de hash. Et donc, à la place de stocker pour un mot, un hash, on va stocker un mot, 20 hash. Mais les 20 hash seront compressés en un seul. Peut-être dans le micro pour le... Ouais. J'ai du principe des tables de hache ou pas? Oui, alors ça dépend. Par table de hash, tu parles des DHT? L'utilisation des tables de hash pour la répartition sur de la recherche? Ouais. Non. Non, pas du tout. Malheureusement, non, là-dessus. DHT, c'est un autre usage en cryptographie qui est assez intéressant, mais il faudrait presque une conférence complète pour expliquer les usages. Merci. D'autres questions? Non. On te remarque du coup quand tu t'enfuis, toi. Bon, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Ah non, Tu parlais d'algorithmes de chiffrement contre les ordinateurs quantiques. Est-ce qu'il y en a qui existent en ce moment? Oui, alors pour le coup, ce que je disais, c'est qu'on en fera sûrement l'objet d'une conf complète, mais là je peux répondre assez sereinement. Il y a quatre grosses familles en fait d'algorithmes qui existent. Il y a les courbes super singulières. C'est tout nouveau, tout propre. Hein. C'est sur la slide d'avant, mais ça a été sorti en 2008. Il n'y a pas vraiment d'études dessus. On ne peut pas forcément leur faire confiance. Il y a les équations polyvariables. Donc c'est des équations complexes à résoudre, et donc ça va permettre aussi. Donc c'est un problème suffisamment complexe à résoudre. Il y a le code correcteur d'erreur. En fait, le code correcteur d'erreur, on va simplement envoyer le message avec un certain nombre d'erreurs, et le code correcteur va permettre de corriger ces erreurs. Donc c'est une méthode comme une autre pour chiffrer les messages. Et la dernière, donc le code correcteur, là, elles sont toutes résistantes au post-quantique, mais elles ont toutes chacun un petit défaut. Aujourd'hui, la grande favorite du monde, c'est les réseaux euclidiens, avec en particulier des méthodes comme ntrue ou NewHop, qui a été utilisé par Google sur les communications TLS récemment, où ils l'ont testé à la fois sur leur navigateur Chrome, mais à la fois sur les sites comme google.com, Gmail et tous les sites qui ont besoin d'une grosse sécurité. Et en fait, avec un point d'attention particulier, en fait, ils ont directement testé sur le terrain pour s'assurer que c'était sécure. Très bien. Ça répond à la question? Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ce coup-là, allez, soyez pas timides, ça m'arrangerait. Non? Je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais est-ce que si on veut faire de la sécurité, il faut s'intéresser à la cryptographie? Enfin, je suppose que oui, dans une certaine mesure, mais est-ce que c'est vraiment intimement lié? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Alors, oui, il faut s'intéresser à la cryptographie. Je vais prendre un exemple très très concret. Aujourd'hui, on audite des sites web. On va auditer les sites web, on va s'assurer que le HTTPS, par exemple, soit bien implémenté. Et bien là, il faut avoir un petit bagage en cryptographie. Il faut connaître 2-3 choses pour être capable de dire pourquoi c'est pas sécurisé, etc. Mais il s'agit d'un petit bagage. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui besoin d'un énorme bagage en cryptographie. En vrai, la cryptographie, c'est utilisé effectivement par des personnes qui vont utiliser WhatsApp, etc. Notre objectif, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Quand on fait de la sécurité, on va s'assurer que ce qui est accessible au plus grand nombre est sécurisé. On peut spécialiser en cryptographie, mais j'ai par exemple un collègue qui s'est spécialisé en IPv6. C'est sa passion, c'est son dada. Il comprend rien quand je parle de Diffie-Hellman. Je comprends rien quand il me parle de router neighbor ou quelque chose de genre. C'est à quel point je comprends rien. Mais du coup, voilà, c'est une spécialisation en sécurité. Mais la base, savoir comment AES fonctionne de base, hein, pas les P-box, pas les S-box. Juste savoir que c'est un chiffrement symétrique qui fonctionne par bloc. Il y a des modes de chiffrement par bloc, qu'il y a le chiffrement par flow, etc. Juste ces différences-là, c'est excellent et ça suffit.
Si demain le problème de l'ordinateur quantique est résolu, vers qui en fait, dans l'état actuel, on pourrait se tourner pour communiquer de façon sécurisée ou protéger nos données? Avec des algorithmes qui sont résistants? Personne. Ah. Google, comme je l'ai dit, a mené des tests, le mènera sans doute très bientôt sur leur site principal, et tant mieux. Hein. Moi, j'ai hâte de voir de nouveaux algorithmes arriver dans la famille. Terme un peu bizarre. Mais l'idée, c'est que globalement, toutes ces familles, tous ces systèmes, aujourd'hui, on reste sur du legacy. On reste sur du RSA et sur du Diffie-Hellman, qui sont réciproquement. Donc RSA, une fois qu'on a factorisé n, c'est game over. Diffie-Hellman, c'est de la factorisation modulaire. C'est-à-dire qu'on multiplie quelque chose sous un module, et l'objectif, c'est de retrouver les deux valeurs qui ont été multipliées sous le module pour résoudre le problème. Vite fait, du coup, vous nous avez donné pas mal de best practices, enfin, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un bouquin que tu conseillerais ou juste Internet en entier? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fédérerait un petit peu quand même en crypto, qui soit assez basique, qu'on puisse lire? Ça va dépendre le niveau, comme tu le dis, hein, si c'est suffisamment basique, ça passe. Il y a de très bons blogs qui sont publiés. Alors là, je vais directement, si on veut aller plus en profondeur, il y a les blogs de Matthew Green, il y a le blog de... j'ai un trou de mémoire sur le nom de... C'est Schneier, Bruce Schneier, qui est un des plus gros cryptologues modernes. Hein. Il a inventé une grosse partie des algos modernes. Ce sont des cryptologues et qui vulgarisent. Ils essayent de vulgariser dans leurs articles le contenu, les vulnérabilités. Ils essayent de les expliquer. Il y a Imperial Violet aussi, c'est un ingénieur de chez Google. Tout ça, c'est un bon ensemble en fait qui aide à vulgariser, mais à approfondir. Il faut avoir déjà les bases qu'on a présentées là. Si vous voulez revoir ces bases-là... Je connais un très bon site, c'est pierre.du.net, mais bon, ça ferait un peu trop de pub pour moi-même. Et autrement, vous pouvez vous chercher simplement Wikipédia, de très bons articles, en général bien écrits. Hein, il y a toujours un cryptologue qui va repasser dessus, qui va contester une donnée, qui va dire je ne suis pas d'accord avec cette estimation de la sécurité. Et l'avantage, c'est qu'on passe quand même pas mal dessus. Et il y a Crypto Stack Overflow qui est aussi pas mal. Merci. Ça, c'est pour les questions plutôt Crypto Stack. Bon, là, c'est fini pour de bon. Soyez pas timide. Un dernier essai? Non? Bon, bah merci à tous d'avoir assisté à cette conférence et on vous souhaite une bonne journée.